go, I wanna see, I wanna feel your heartbeat. Walk every Au départ, road that mon has voyage au love. Japon était structuré par un planning serré. Kapabashi, le musée du katana à Tokyo, en fait, tous les lieux incontournables en fait pour chercher des pierres, rencontrer des artisans. Donc, en tout cas, à Tokyo, le deuxième jour, on a marché plus de 20 km. Et je reste convaincu d'une chose, on ne découvre réellement un pays qu'à pied. Ce deuxième jour a été un point de bascule, le pivot en fait dans ma manière de décider. J'ai annulé tous mes plans, toutes mes intentions initiales. Pourquoi ? Parce que j'ai remis en pratique un concept simple mais exigeant, l'esprit du débutant. Je profite donc de cet épisode pour partager un conseil qui m'accompagne depuis 2008. Une nonne m'avait expliqué ceci. Pour progresser, il faut casser ses habitudes. Concrètement, faire l'inverse de ce que l'on ferait instinctivement. C'est une forme de court-circuit mental. On force l'esprit à réfléchir autrement. Nos habitudes verrouillent notre potentiel, elles rassurent, mais elles limitent. Un débutant, lui, nourrit son envie de comprendre, son désir d'apprendre. Un débutant, lui, nourrit son envie de comprendre, son désir d'apprendre. L'ego, au contraire, aime dire « je sais ». Et soyons honnêtes, ce n'est pas une méthode pour progresser. Après cette remise à zéro, j'ai profité de mes journées pour glaner, chiner, observer Tokyo. Et je visitais essentiellement les temples. Mais surtout, je voulais voir les boutiques spécialisées, comprendre ce à quoi la population japonaise a réellement accès en matière d'aiguisage. Mon intention était claire, confronter ma perception parfois fantasmée du marché japonais de l'affûtage et du polissage. Je voulais rencontrer les artisans de quartier. Ce sont mes aînés, mes références, mes idoles, si je dois être honnête. Après plus de 20 km à pied, là, ce jour, à Tokyo, je fais ce que tout le monde fait quand la fatigue arrive. Je me repose. Et j'ouvre Instagram. Et là, je tombe des nues. Un de mes héros est à 15 minutes à pied de mon hôtel à Kyoto. Ivan Fonseca. Ivan est un polisseur professionnel. Pour moi, il incarne un pont rare entre la culture japonaise de l'aiguisage, le polissage sur pierre naturelle, et une manière non japonaise de transmettre ce savoir, sa passion, sa clarté, sa façon de communiquer m'inspire profondément. Son humilité aussi. Sans hésiter, je m'inscris pour une visite à la Common Gallery qu'il gère avec Yuka. D'ailleurs, toutes les vidéos, toutes les images que l'on voit d'eux sont faites par Yuka. Donc moi, ça me passionne aussi parce que la photographie, la vidéo. Et donc, en gros, c'est une opportunité précieuse. Pour revenir à notre sujet, je peux poser mes questions techniques, discuter d'aiguisage, tester les pierres d'Ivan. Donc, je suis trop heureux. Et surtout, comprendre sa représentation mentale du métier et de l'entretien des couteaux au Japon. Il me dit une chose essentielle. Il faut s'adapter. On peut choisir ce que l'on veut être. La passion ne correspond pas toujours aux besoins de la majorité. Puis Ivan me pose une question. Il me dit, tu es aiguiseur professionnel à Tahiti et tu proposes du polissage sur pierre japonaise. Donc moi, effectivement, j'utilise des pierres synthétiques, mais je propose aussi, à mon niveau, le polissage avec des pierres naturelles. Et donc, il me demande combien de polisseurs exercent là-bas. Je lui réponds que je suis seul à proposer ce type de service personnalisé. Alors, il me demande encore, à ton avis, combien y a-t-il de polisseurs actifs à Kyoto ?
Je lui réponds, je n'en ai aucune idée, mais j'imagine un polisseur par boutique spécialisée. Sa réponse me surprend, ils ne sont que 2. Et là, j'hallucine et c'est incroyable. La majorité aiguise à la machine, à la bonde ou à la meule. Et là, une réalité s'impose. Même au Japon, le polissage traditionnel est rare. Le couteau de grande consommation est beau, enfin, du type japonais. Hein. Il y a un bokireha, il y a parfois même un hamon. Mais le suivi du polissage Migaki, Kasumi est un service précieux et exceptionnel. Même les passionnés n'y ont pas toujours accès. Le couteau de cuisine est un objet à part. On peut l'hériter d'un parent. Il porte une charge émotionnelle, il nourrit, il rassemble. Il n'est pas qu'un outil à mon avis, c'est un lien. C'est là que mon choix d'être artisan prend tout son sens. Prendre soin des couteaux, c'est prendre soin des histoires qu'ils portent. Beaucoup de personnes sous-estiment la symbolique du couteau transmis par leurs parents. Mais moi, je chéris ces objets qui m'ont été transmis. Ma grand-mère, mon père, ils ne sont plus là aujourd'hui, mais d'une certaine manière, ils ne me quittent de cette façon jamais. Nana?